Le 12 décembre, l'équipe de Libertyville perdit de nouveau un match, 48-54 au profit de l'équipe adverse. La plupart des supporters de l'équipe quittèrent le gymnase assez peu déçus, personne ne s'attendant à ce que l'équipe de Libertyville gagne. Mais Buddy Repperton, lui, était déçu, et parce qu'il l'était, Richie Trelawney faisait d'énormes efforts pour l'être aussi. C'était également le cas de Bobby Stanton, assis sur le siège arrière. Au cours des quelques mois qui avaient suivi son renvoi de l'école, Buddy avait considérablement vieilli. C'était en partie dû à sa barbe, mais surtout au fait qu'il buvait beaucoup depuis quelques semaines. En effet, il faisait des rêves si épouvantables qu'il supportait à peine de se les rappeler. Il se réveillait en nage, et tremblant comme une feuille, avec le sentiment d'avoir échappé à quelque catastrophe qui se rapprochait de lui tranquillement. Mais la gnôle coupait les jarrets à ses rêves, bossait la nuit et roupillait le jour, y a que ça de vrai. Il baissa sa vitre et balança dehors la bouteille vide. Et un cocktail Molotov de plus, hein. Puis il tendit la main par-dessus son épaule vers l'arrière, et Bobby lui mit dans la main une nouvelle bouteille de Texas Driver en poussant un Vas-y, Buddy, plein de respect. Buddy avala la moitié de la bouteille d'un seul coup, puis la passa à Richie en poussant un long rot de grenouille. Richie tendit ensuite la bouteille à Bobby, qui avala le fond, bien qu'il détestât le goût du Texas Driver. Mais il était un nouveau venu, et il fallait savoir souffrir pour être un proche de Buddy Repperton, ce mythe vivant. Aussi, voulant faire du zèle, Bobby lança soudain « Que préférez-vous que je vous dise en premier, les bonnes ou les mauvaises nouvelles ?»« Les mauvaises nouvelles d'abord, » répondit Buddy, qui était en train de descendre sa troisième bouteille, et qui faisait rouler sa vieille Camaro toute cabossée à plus de 100 à l'heure sur la route à 2 voies de la campagne de Pennsylvanie. Les mauvaises nouvelles toujours en premier. Eh bien, les mauvaises nouvelles, c'est qu'1 million de Martiens ont atterri à New York. Les bonnes nouvelles, c'est qu'ils bouffent les nègres et qu'ils pissent du pétrole. Ha ha ha. Bobby rit un bon moment avant de se rendre compte qu'il était le seul à rire. Cela lui ferma le caquet instantanément. Dans le rétroviseur, il vit les yeux injectés de sang de Buddy qui le dévisageait d'une manière qui le fit frissonner. Que n'avait-il tenu sa langue? Cependant, très loin derrière eux, à 5 kilomètres peut-être, 2 points lumineux scintillaient de manière presque indistincte. « Tu trouves ça drôle ?» demanda Buddy. « Tu nous sors une blague raciste et tu crois qu'on va se bidonner ?»« Oh, mais je croyais que... »« En général, je considère que les noirs valent les blancs. »« Oui, mais... Alors, fais gaffe à toi. Sinon, t'es bon pour rentrer à pied. Avec un bras cassé, en plus. Après ça, tu pourras écrire « Je hais les nègres » sur le plâtre. »« Ah bon désolé. » »« Bon, ferme-la, et passe-moi une bouteille. » Bobby passa la bouteille d'une main tremblante. Buddy descendit la bouteille. Ils passèrent à côté d'un panneau indiquant « Parc de Scantic Hills à 4 km 800 ». Il y avait, au milieu de ce parc, un lac très fréquenté l'été, mais le parc restait clos de novembre à avril. Cependant, Buddy avait découvert une petite entrée éloignée de l'entrée principale, et il aimait pénétrer en douce dans le parc désert et silencieux en plein hiver pour rouler sans fin tout en buvant. Derrière eux, les 2 petits points étaient devenus des cercles, des phares, à 1,5 km peut-être. « Envoie encore une bouteille, sale raciste !» Buddy but gloutonnement, rota, puis passa la bouteille à Richie. « Non merci. »« Bois que je te dis, ou bien je te l'enfonce quelque part. »« Ok, d'accord, » fit Richie en souhaitant soudain être resté chez lui ce soir-là. Buddy jeta un coup d'œil dans le rétroviseur et vit l'autre voiture qui le rattrapait peu à peu. Buddy sentit quelque chose, une drôle de sensation, comme si un doigt froid appuyait légèrement sur son cœur. Devant lui, un embranchement. La nationale 46 partait à droite, tandis que l'autre branche continuait sur le nord, vers le parc. Un grand panneau à lettres orange indiquait « Route fermée l'hiver ». Ralentissant à peine, Buddy fonça à droite et s'engagea sur la route du parc qui montait. Peu entretenu l'hiver et protégé par les arbres qui empêchaient le soleil de l'après-midi de faire fondre un peu la neige, cette route était moins praticable que la nationale, et la Camaro patina quelque peu avant de se redresser. Buddy regarda dans le rétroviseur, persuadé que l'autre voiture poursuivrait sur la N46, mais elle s'engagea sur la route du parc encore plus rapidement que Buddy ne l'avait fait, collant celui-ci à moins de 400 mètres à présent. L'autre voiture éclairait de tous ses phares l'intérieur de la Camaro. Bobby et Richie se retournèrent d'un seul mouvement. « Putain, qu'est-ce que c'est que celui-là » marmonna Richie. Mais Buddy, lui, le savait déjà. Oui, soudain, il le savait. C'était la bagnole qui avait écrasé Mookie. Oh oui, c'était elle. Il écrasa le champignon, et la Camaro partit comme une flèche. L'aiguille monta jusqu'à 110, 130. Le paysage défilait à toute vitesse. Derrière, les phares ne reculaient pas. Au contraire,
La vérité était qu'il gagnait encore du terrain. 2 énormes yeux blancs. Hé, mon pote, ralentis un peu, dit Richie en bouclant sa ceinture de sécurité. Si nous nous retournons à cette vitesse. Buddy ne répondit pas. Couché sur le volant, il regardait alternativement le rétroviseur et la route devant lui. Ça tourne là-bas, dit Bobby, et déjà on apercevait la rambarde marquant le virage. Buddy, ça tourne hurla Bobby. Buddy passa en seconde et le moteur hurla devant la soudaineté de la manœuvre. Des flammes jaillirent du pot d'échappement de la Camaro comme une rafale de mitrailleuse. Buddy tourna le volant et la voiture sembla flotter dans le virage. Les roues arrière patinèrent sur la neige, très compacte. Au dernier moment, il remit en troisième, écrasa l'accélérateur et laissa son corps suivre la voiture, tandis que l'arrière de la Camaro venait heurter violemment le talus enneigé, y creusant un grand trou comme un cercueil, puis rebondissant. Un instant, il crut que la voiture lui échappait et qu'elle allait continuer à glisser incontrôlablement, mais la Camaro se redressa. « Mais mon Dieu, ralentis !» beugla Richie. Mais Buddy ne faisait qu'un avec son volant et pensa « Tiens, vas-y maintenant, salaud d'assassin, fais ce que je viens de faire sans te retourner. » Mais un instant plus tard, les phares de derrière réapparurent, plus proches que jamais. Le rictus de Buddy s'effaça de son visage. Pour la première fois, il sentit un picotement malsain lui remonter les jambes. La peur, la vraie peur s'emparait de lui. Bobby, qui regardait par derrière au moment où ils avaient pris le virage, se retourna vers les 2 autres et dit « Mais il n'a même pas dérapé. C'est impossible !»« Buddy, qui est-ce » demanda Richie. « Est-ce... » Buddy prit le temps de lui jeter un regard, et en voyant la peur dans les petits yeux rouges de Buddy, Richie céda à la terreur. « T'as deviné, fit Buddy. Je crois que c'est lui. »« Mais il va nous rentrer dedans !» hurla Bobby d'une voix aussi aiguë que celle d'une vieille femme. Entre ses jambes, les dernières bouteilles de Texas Driver tapaient les unes contre les autres. « Buddy, il va nous rentrer dedans !» Derrière eux, l'autre voiture était à 1,50 m. Ses phares étaient si puissants qu'on aurait pu lire des petits caractères à l'intérieur de la Camaro. Elle s'approcha encore, il y eut un premier choc. Mais rien de grave. La Camaro sembla voler un instant, mais elle resta droite. Lorsqu'il sentit qu'il l'avait de nouveau bien en main, Buddy appuya à fond sur l'accélérateur. Si c'était Cunningham dans sa vieille tire de 58, et n'était-ce pas lui qui l'avait vu dans ses rêves qu'il voulait oublier? La Camaro allait la laisser sur place. Son moteur hurlait à présent. L'aiguille avait passé le 160. Devant, on aurait cru un film passant en accéléré. Bobby bafouillait. « Oh mon Dieu, je vous en supplie, je ne veux pas mourir, mon Dieu, putain de merde !» Il n'était pas là le soir où on l'a bousillé, la bagnole de face de con, se dit Buddy. Il ne comprend pas ce qui arrive, pauvre connard. Mais Buddy n'éprouvait pas vraiment de regret pour Bobby. Et l'autre voiture revenait à la charge. Mais il ne peut pas aller plus vite que moi. Pourtant, il ne peut pas. Son esprit tournait comme un rat dans une cage, cherchant une sortie qui n'existait pas. La petite entrée par laquelle il se faufilait dans le parc était déjà passée. Il ne restait aucune possibilité, aucune option. Il y eut un nouveau choc, et de nouveau la Camaro chassa par l'arrière, à presque 180 km/h. « C'est foutu, mon vieux », pensa Buddy, fataliste. Il lâcha le volant d'une main et boucla sa ceinture pour la première fois de sa vie. En même temps, Bobby Stanton hurlait « Le portail, bon Dieu, le portail !» Devant eux se tenait une petite maison de ciment, jouxtant 2 portails par lesquels les voitures entraient ou sortaient du parc l'été, et où une dame, assise sur une chaise, encaissait $1 par voiture. Alors Buddy gueula « Je t'emmerde, face de con, je t'emmerde jusqu'au trognon !» et tourna complètement le volant. Bobby hurlait. Richie tenait ses mains devant son visage, se répétant ce qui devait être sa dernière pensée sur terre. « Attention au verre cassé, attention au verre cassé, attention au verre cassé !» La Camaro se retrouva devant-derrière. Ses phares inondèrent l'autre voiture, et Buddy se mit à crier. Non pas parce que c'était la voiture de face de con, ça il s'y attendait, et on ne pouvait pas confondre cette calandre qui semblait faire 1 kilomètre de large, mais parce qu'il n'y avait personne au volant. La Plymouth était absolument vide. Dans les 2 dernières secondes avant l'impact, celle-ci vira vers la gauche et sortit par la voie d'entrée du parc, avec autant de précision qu'une balle sort d'un canon de fusil, envoyant en l'air la petite barrière de bois qui barrait le chemin. La Camaro vint frapper par l'arrière la masse de ciment que constituait la petite maison. Le choc désagrégea cette partie de la voiture, laissant le système d'échappement sur la neige, planté là comme une sculpture étrange. Écrasé en accordéon, l'arrière fut entièrement démoli, et Bobby Stanton avec. Buddy sentit quelque chose lui arriver sur le dos, comme un seau d'eau chaude. C'était le sang de Bobby Stanton. Puis la Camaro fut projetée en l'air.
boulet de canon déchiqueté où brillait encore absurdement un phare, fit un tour complet sur elle-même et retomba dans une grande explosion de verre cassé. La cloison séparant le moteur de l'avant de la cabine se rompit, et le moteur, projeté en angle, écrasa tout ce que Richie Trelawney avait sous la ceinture. Enfin, la Camaro s'immobilisa et le réservoir d'essence éventré s'enflamma aussitôt. Mais Buddy Repperton était encore vivant. Il avait des coupures un peu partout et une de ses oreilles avait été sectionnée comme par le bistouri d'un chirurgien, laissant un trou rouge sur le côté gauche de sa tête. Il avait une jambe cassée, mais, enfin, il était vivant. La ceinture de sécurité l'avait sauvé. Il appuya sur le bouton permettant de la débloquer. Le crépitement du feu faisait penser au bruit de papier qu'on froisse, et Buddy sentait déjà la fournaise. Il tenta d'ouvrir la portière, mais elle était coincée. Pantelant, il se précipita à travers le trou du pare-brise, disparut dans l'accident. Et aussitôt il la vit devant lui. Christine. À 30 mètres et quelques, au bout d'une longue trace de dérapage inscrite dans la neige, elle haletait lentement comme un énorme animal métallique. Buddy s'essuya les lèvres avec sa langue. Quelque chose tirait sur la partie gauche de sa poitrine chaque fois qu'il inspirait. Il devait avoir un truc de cassé là aussi, des côtes probablement. Le moteur de Christine aboyait puis se calmait. Et Buddy entendait alors, comme dans un cauchemar démentiel, Elvis Presley chanter le rock du pénitencier. Finalement, le réservoir d'essence de la Camaro explosa, projetant Buddy en l'air, et il retomba sur le côté qui lui faisait mal. Sa veste était en train de brûler. Il se roula dans la neige en grognant pour l'éteindre, puis se mit péniblement à quatre pattes. La Camaro brûlait comme un bûcher. Buddy regarda la Plymouth de Cunningham à travers les mèches de cheveux collés qui lui tombaient sur les yeux. Le capot avait pris un sacré coup en percutant la barrière de bois, et le radiateur perdait un mélange d'eau et de liquide antigel qui fumait en tombant sur la neige. Buddy se repassa la langue sur les lèvres, sèche comme une peau de lézard. Son dos le brûlait comme s'il avait pris un violent coup de soleil. Il sentait bien l'odeur du tissu brûlé, mais dans son état de choc, il ne se rendait pas compte que sa parka et les deux chemises qu'il portait en dessous étaient partis en fumée. « Écoute !» fit-il en se rendant à peine compte de ce qu'il disait. « Hé, écoute !» Le moteur de Christine poussa un nouveau cri et la voiture avança vers lui, chassant légèrement de l'arrière à cause de la neige poudreuse. Buddy resta à quatre pattes, attendant le plus tard possible pour se relever et d'étaler, résistant à la terrible panique qui lui enlevait toute maîtrise de lui-même. Personne dans la voiture. À la toute dernière seconde, Buddy roula de côté et hurla de douleur à cause des os cassés de sa jambe qui frottaient les uns contre les autres. Il sentit la chaleur de Christine passer à quelques centimètres de lui, et la voiture alla faire un demi-tour un peu plus loin avant de revenir. « Non !» cria Buddy. « Non ! Non !» Il sauta de côté sans réfléchir, par pur réflexe, et cette fois Christine passa plus près. Buddy se tordait comme un dément sur le sol. Du sang coulait de sa bouche, car une de ses côtes cassées lui avait fait une déchirure au poumon. Christine s'arrêta. « Elle joue avec moi, » pensa Buddy. « Elle joue avec moi comme un chat joue avec une souris. »« S'il te plaît, » fit Buddy d'une voix brisée. « S'il te plaît, j'irai m'excuser auprès de lui. Je ramperai à ses pieds si c'est ce que tu veux, mais simplement, s'il te... » Le moteur poussa un hurlement et Christine lui bondit dessus. Buddy cria et se jeta encore une fois de côté, mais cette fois le pare-choc avant lui mordit le mollet et lui cassa l'autre jambe. Buddy s'étala sur le talus bordant la route comme un sac de grains éventré. Christine revenait déjà à la charge, mais Buddy avait aperçu une très mince chance de s'en sortir. Il se hissa sur le talus, enfonçant dans la neige ses mains et ses pieds, qui ne sentaient déjà plus le froid, en oubliant les formidables élancements de douleur que lui valaient ses deux jambes cassées. Il y eut un bruit de métal froissé lorsque l'avant de Christine vint s'enfoncer dans la neige. Buddy poussa un cri, car l'un de ses pieds était pris sous la voiture, mais il réussit à le dégager en laissant sa chaussure profondément enfoncée dans le talus. Riant, délirant, pleurant, il parvint au sommet du talus, rétablit un équilibre précaire en faisant des moulinets avec ses bras et faillit retomber en arrière. Il se retourna vers Christine. La Plymouth avait reculé sur toute la largeur de la route et elle bondissait de nouveau, ses pneus arrière mordant la neige. Elle vint se planter dans le talus à une trentaine de centimètres sous Buddy, le faisant chanceler et entraînant une petite avalanche. Le choc déforma encore plus son capot, mais Buddy n'avait pas été touché. Elle repartit en marche arrière dans un geyser de neige, son moteur semblant hurler de rage et de frustration. Buddy poussa un cri de triomphe et lui fit un bras d'honneur. « Je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde !» Un mélange de sang et de bave sortit de sa bouche.
À chaque inspiration, la douleur qu'il sentait au côté gauche devenait plus engourdissante et plus paralysante. Christine se jeta sauvagement sur le talus. Cette fois, la neige s'effondra presque en entier, enterrant l'avant de Christine et manquant de peu de faire dégringoler Buddy. Celui-ci y échappa en tombant sur le derrière et en plantant ses mains dans la neige comme des griffes sanglantes. Ses jambes lui faisaient horriblement mal, et il versa sur le côté, octant comme un poisson hors de l'eau. Et Christine revenait encore. « Tire-toi de là !» cria Buddy. « Tire-toi de là, espèce de sale putain cinglé !» Elle se jeta sur le talus, et Buddy comprit qu'au prochain assaut, il descendrait avec la neige et viendrait s'étaler sur son capot. Il se laissa donc glisser sur l'autre versant, poussant un cri à chaque fois qu'il roulait sur ses côtes cassées. Il s'effondra enfin dans la fine poudre et se mit à claquer des dents. Son corps était parcouru de frissons. Christine ne revint pas à l'attaque, mais il entendait son moteur tourner lentement. Elle attendait. De l'autre côté du talus, la lueur de sa Camaro, en proie aux flammes, commençait à diminuer. Combien de temps s'était-il passé depuis le choc? Aucune idée. Quelqu'un allait-il repérer l'incendie et venir à son secours? Aucune idée non plus. Buddy se rendit alors compte que le sang coulait en abondance de sa bouche et qu'il avait très froid. Il allait mourir de froid si l'on ne venait pas à son aide. Traversé une nouvelle fois par la peur, il fit effort pour se redresser et s'asseoir. Il était en train de se demander s'il allait tenter de remonter en douce jusqu'en haut du talus pour voir ce que faisait la voiture. Ne pas la voir, c'était encore pire. Quand, levant le regard, il aperçut une chose qui lui coupa net le souffle. Un homme se tenait en haut du talus. Non, pas un homme. Un cadavre en réalité. Un cadavre en décomposition, vêtu d'un pantalon vert, sans chemise, un corset orthopédique taché de vert de gris entourant son ventre noir. Les os se détachaient à travers sa peau tendue. « T'as eu ton compte, sale merdeux !» déclara à voix basse l'apparition, debout contre le ciel étoilé. Buddy perdit le peu de contrôle qu'il possédait encore et se mit à pousser des cris hystériques, les yeux exorbités, les cheveux dressés sur la tête. Le sang coulait à gros bouillons de sa bouche, couvrant sa poitrine. Il tenta encore de reculer en glissant sur ses fesses, s'aidant de ses mains plantées dans la neige, tandis que l'apparition approchait de lui. Cette créature n'avait pas d'yeux, rien que des trous où s'agitait Dieu sait quelle bestiole. Et il la sentait, cette odeur. Ah, Dieu, oui, il la sentait, et c'était une odeur de tomates pourries, c'était l'odeur de la mort. Le cadavre de Roland D. Lebet, main tendue en avant, avançait en ricanant vers Buddy Repperton. Buddy cria, Buddy hurla, et soudain il se figea, ses lèvres formant un O final et parfait, comme s'il voulait embrasser l'horreur qui s'approchait de lui. Ses mains semblèrent vouloir gratter et fouiller à l'intérieur de sa parka en loques, juste au-dessus de son cœur, que venait d'ouvrir enfin un éclat acéré de côtes cassées. Il retomba en arrière, ses pieds se débattirent un instant dans la neige, puis son dernier souffle sortit de sa bouche, grande ouverte, comme un long filet de buée blanche. Sur le talus, la chose qu'il avait vue se décomposa et disparut. Il n'y avait aucune trace. Will Darnell se trouvait dans son garage jusqu'à minuit passé, la nuit où Buddy Repperton et ses amis rencontrèrent Christine dans le parc de Squantic Hills. Son emphysème avait été particulièrement aigu ce jour-là, et quand il empirait ainsi, Darnell avait peur de s'allonger, lui qui pourtant aimait tellement dormir. Arnie Cunningham ne devait pas être au garage ce soir-là. Il accompagnait l'équipe d'échecs du lycée de Libertyville pour un tournoi de 3 jours à Philadelphie. Il avait pourtant manqué tant de réunions que, selon le règlement, il n'était plus membre du club. Slanson, le dirigeant du club d'échecs, le savait parfaitement, mais avait jugé plus pratique de faire semblant de rien tant que le tournoi n'aurait pas eu lieu. Il se trouve que, même si j'ai manqué plus de réunions que tout le monde, je suis aussi le meilleur, et ce merdeux le sait bien, avait dit Arnie à Darnell en rigolant, et en tirant sur son cigare, habitude qu'il avait prise, mais qu'il dissimulait encore à ses parents. Donc, t'iras à Philadelphie ? Will était déçu. Cela signifiait que Jimmy Sykes serait responsable du garage 2 ou 3 soirs de suite, et il était tellement bête qu'il était incapable de distinguer une choucroute d'un ice cream. Arnie, voyant la déception s'inscrire sur le visage de Darnell, lui avait répondu « T'en fais pas, Will. À si peu de jours de Noël, tous tes clients seront en train d'acheter des jouets pour leur môme plutôt que de s'occuper des bougies et de carburateurs. Ce garage va s'endormir jusqu'à l'an prochain, et tu le sais. Veux-tu te rendre à Albany pour moi après ton retour, Arnie ?»« Ouais. De quoi s'agit-il ?»« C'est Henry Buck a 14 voitures d'occasion à me fourguer. Il dit qu'elles sont en bon état. Je voudrais que tu ailles les examiner. Je te donnerai un chèque en blanc,
Si elles sont bien, tu concluras l'affaire. Si elles ne valent rien, dis-lui qu'il peut se les taper. Et qu'est-ce que j'emporterai, à part ça 200 cartouches de Winston. Entendu. Bon, ça me changera des échecs. Or, en arrivant à son garage à 9h30, Darnell remarqua que le box 20 était vide. Christine était sortie. Il demanda à Sykes, qui passait le balai d'un air apathique. « Mais comment Arnie est venu chercher sa voiture? Il n'est pas allé au tournoi d'échecs finalement? Qu'a-t-il dit ?»« Je lui ai pas parlé, répondit Sykes. J'ai simplement vu Christine sortir il y a quelques minutes. C'est vraiment de la magie comme il l'a réparée. » Ouais, c'est ça, de la magie. Darnell avait déjà pensé à ce mot à propos de Christine. Contemplant toujours le box vide, il dit ensuite à Jimmy. « Tu peux rentrer chez toi à présent. »« Ouais, monsieur Darnell, vous m'aviez dit que je ferais 6 heures ce soir. Il n'est même pas encore 10 heures. »« Ouais, je compterais comme si t'avais travaillé jusqu'à 10 heures. » Les yeux stupides de Jimmy s'illuminèrent devant cette générosité inattendue, quasiment inouïe. « Vraiment ? Ouais, vraiment. Allez, à présent fiche le camp. »« D'accord. » Pour la première fois depuis 5 ou 6 ans qu'il travaillait pour Will, Jimmy le voyait céder à l'atmosphère de Noël. Darnell entra dans son bureau. Il alluma la machine à café et s'assit derrière sa table, regardant Jimmy ranger son balai, éteindre les lampes du plafond et enfiler son gros manteau. Puis il s'enfonça sur son siège et se mit à penser à Arnie. Un des éléments qui l'avait favorablement impressionné, après que Cunningham eut tenu tête à Repperton, était une certaine ressemblance entre lui et un Will Darnell adolescent. Il y avait bien longtemps de ça. Certes, Cunningham n'était pas souffreteux, mais le petit Darnell, lui, avait eu des boutons, avait été détesté de tout le monde. Bref, un gosse solitaire. Et comme lui, Cunningham avait de la cervelle. De la cervelle et cette bagnole, cette étrange bagnole. « Bonne nuit, monsieur, » dit Jimmy devant la porte, et il ajouta d'un ton incertain. « Joyeux Noël !» Will leva la main et le salua. Jimmy partit. Will se souleva péniblement de son siège, sortit une bouteille de Courvoisier d'un placard, puis se rassit à côté de la machine à café. En août, lorsque Cunningham avait amené son taco en ruine, Darnell l'avait reconnu immédiatement, car ce qu'Arnie ignorait, et n'avait pas besoin de savoir, c'était qu'autrefois, Rolly le Bay avait lui aussi fait quelques petites courses pour Will Darnell. La seule différence était qu'à l'époque, il ne s'agissait jamais de cocaïne. Will n'en avait même pas encore entendu parler. Seuls les musiciens de jazz de New York, sans doute, savaient ce que c'était. En septembre, le petit Cunningham lui demande en douce une vignette et une plaque pour pouvoir emmener sa petite amie à un match de football. Et ma foi, Darnell lui rend ce service. Après tout, la voiture du môme a déjà belle allure. Elle fait peut-être encore un peu trop de bruit, mais l'un dans l'autre, il s'en sort comme un chef pour la restaurer. Et ça, c'est bizarre tout de même, quand on songe que personne ne l'a jamais vu travailler vraiment dessus. Oh, des petits trucs, évidemment. Il a remplacé des ampoules mortes, il a changé les pneus. Et ce jeune s'y connaît en bagnole. Will l'a regardé un jour remplacer de main de maître le revêtement des sièges arrière. Mais personne ne l'a vu bosser sur le système d'échappement, qui ne valait pas un paix quand la Plymouth est arrivée au garage à la fin de l'été. Et personne ne l'a vu non plus travailler sur la carrosserie proprement dite, qui paraît maintenant fraîche comme la rose alors qu'elle était bouffée par le cancer quand le môme s'est amené pour la première fois avec son engin. Je crois qu'il fait le gros boulot la nuit, avait dit Jimmy avec toute la foi innocence du gosse qui explique comment le Père Noël descend par la cheminée, ou comment la petite souris, pendant la nuit, remplace la dent tombée par une pièce de monnaie. Mais Will ne croyait ni au Père Noël ni aux souris, et il ne croyait pas non plus qu'Arnie avait réparé Christine la nuit. Mais si Darnell ne croyait pas au Père Noël ni aux contes de fées, il était prêt à reconnaître qu'il y avait des choses étranges ici-bas. Comme tout le monde, il avait entendu des histoires bizarres toute sa vie, et, comme la plupart des gens, il les rangeait dans une sorte de dossier ouvert, sans y croire ni douter vraiment. Et s'il les rangeait dans ce dossier, c'était parce que rien de réellement inexplicable ne lui était jamais arrivé. Sauf à présent, peut-être. En novembre, Repperton et ses chers copains réduisent la voiture de Cunningham à l'état de bouillie. Quand on la ramène chez lui, Darnell se dit « Elle ne roulera plus jamais. Terminé. Elle ne fera plus 1 mètre. » Et à la fin du mois, Welch se fait tuer. En décembre, un inspecteur montre son nez, Jenkins. Il vient une première fois pour parler à Cunningham, puis il revient un jour où Arnie n'est pas là, et interroge Darnell sur les raisons pour lesquelles le gosse dissimule la gravité des dégâts que la bande de Repperton a causés à sa voiture. Ah, « C'est pas à moi qu'il faut le demander, » lui répond Darnell en toussant derrière son gros cigare. « Demandez-le à lui. Elle est à lui, cette Plymouth, pas à moi. Je me contente de faire tourner ce garage pour que des types qui bossent puissent nourrir leur famille. »
Jenkins écoute patiemment le blabla de Darnell. Il sait que celui-ci fait bien autre chose dans son garage, mais Darnell sait que Jenkins sait, et donc tout se passe bien. Jenkins allume une cigarette et déclare « Je m'adresse à vous parce que j'ai déjà parlé au garçon, et il ne veut rien me dire. D'abord j'ai cru qu'il allait parler, mais j'ai eu l'impression qu'il avait une peur bleue de quelque chose. Oh, si vous pensez qu'Arnie a déjanté ce Welsh, dites-le. Non, non, je ne crois pas. Ses parents affirment qu'il dormait dans sa chambre, et je n'ai pas l'impression qu'il mente pour le couvrir. Mais Welsh était un de ceux qui avait bousillé sa voiture, nous en sommes pratiquement sûrs, et je suis certain qu'Arnie ment en ce qui concerne les dégâts. Je me demande bien pourquoi, et ça me turlupine. Mais vous, monsieur Darnell, dites-le-moi. Ils étaient graves, ces dégâts? Bon, j'ai pas vraiment fait attention, répond Darnell. Darnell, évidemment, sait pourquoi Arnie ment et tente de minimiser les choses. Et ce flic le saurait aussi si ce n'était pas tellement évident qu'il suffit de regarder devant soi pour voir la vérité. Cunningham ment parce qu'une semaine après que Christine eut été ramenée au garage, réduite à néant, et bien que personne ne l'ait vu faire grand-chose dessus dans les jours qui avaient suivi, la voiture était pratiquement comme neuve. Plus belle qu'avant même. Cunningham mentait au flic parce que la vérité était incroyable. Incroyable, répéta Darnell à haute voix en avalant le fond de sa tasse de café. Il contempla son téléphone, puis ouvrit un tiroir de son bureau afin d'en sortir son agenda. Il le feuilleta et trouva la note qu'il cherchait. Cunningham, tournoi d'échecs, 11-13 décembre, Hôtel Sheraton. Puis Darnell composa le numéro du service des renseignements où il obtint le numéro de l'hôtel. « Allô, Sheraton, à Philadelphie? Je crois que vous avez un tournoi d'échecs chez vous. »« En effet, monsieur. J'appelle de Libertyville, Pennsylvanie, et je crois que vous avez parmi les participants à ce tournoi un nommé Harold Cunningham. J'aimerais lui parler s'il n'est pas sorti. »« Un instant, monsieur, je vais voir. » Après quelques instants d'attente, une voix jeune et un peu méfiante fit « Allô ?» C'était Cunningham. Will Darnell sentit une sensation curieuse dans son estomac, mais il n'en laissa rien paraître. « Salut Cunningham, c'est Darnell à l'appareil. »« Will ? Ouais. Qu'est-ce qui se passe, Will ? Et toi, petit, ça va ? Ouais, j'ai gagné hier, mais j'ai pas eu de veine aujourd'hui. J'avais du mal à me concentrer sur cette connerie de jeu. Mais qu'y a-t-il ? Ah oui, c'était Cunningham, sans aucun doute. Will, qui avait préparé son excuse, dit doucement T'as de quoi écrire, Mo ? Oui. Il y a un endroit dans North Wall Street, ça s'appelle Aux pièces détachées réunies. Penses-tu que tu pourrais aller y jeter un petit coup d'œil pour voir ce qu'ils ont comme pneus ? D'occasion ? Demanda Arnie. Non, non, de la première main. Oh, bien sûr, je suis libre demain après-midi, de midi à 3h, répondit Arnie. Oh, parfait. Demande Roy Mustunguera, et dis que tu viens de ma part. Ok, ce sera tout ? Ouais. Sauf que je te souhaite de te faire battre à plat de couture. Ah, vous pouvez toujours courir, répondit Cunningham en riant. Darnell lui dit au revoir et raccrocha. Cunningham, pas de doute, il était à Philadelphie, presque à 500 kilomètres. À qui pouvait-il avoir passé un trousseau de clés ? Le petit Gilder ? Ah non, le fils Gilder était à l'hôpital. Sa copine. Oh, sauf qu'elle n'a pas son permis et ne sait même pas conduire. Quelqu'un d'autre alors ? Mais il n'y avait personne d'autre. Arnie n'avait de relation amicale qu'avec eux deux et avec Will, qui savait que Cunningham ne lui avait jamais confié de double de clé de sa voiture. De la magie. Ah, nom de nom. Darnell alluma un autre cigare et s'enfonça de nouveau sur son siège. Il avait beau retourner la question tout en contemplant la fumée qui montait, c'était un vrai casse-tête. Cunningham était à Philadelphie, où il était parti par le bus de l'école, mais sa voiture n'était pas au garage. Jimmy Sykes l'avait vu sortir, mais n'avait pas vu qui conduisait. Qu'est-ce que tout cela signifiait ? À quoi tout cela aboutissait-il ? Et peu à peu, l'esprit de Darnell passa à d'autres sujets, il cessa de penser logiquement, et s'endormit. Il fut réveillé 3 heures plus tard par le bruit de la porte du garage qui s'ouvrait, déclenchant automatiquement les lumières à l'intérieur. Darnell enleva ses pieds de son bureau en vitesse et se redressa. Christine traversait lentement le garage vers le box 20, où elle se glissa et s'immobilisa. Darnell, se demandant encore s'il était éveillé ou pas, regarda la scène avec cette absence de réaction qui caractérise les premiers moments qui suivent un réveil brutal. Le moteur vrombit une fois ou deux, le pot d'échappement cracha de la fumée, puis le moteur s'arrêta. Darnell se tenait immobile. Il entendait les petits claquements secs du moteur qui refroidit. À part cela, rien. Personne ne sortait de la voiture.
Il rangeait des histoires bizarres qu'il avait entendues au cours de sa vie dans une sorte de dossier ouvert, parce que rien de réellement inexplicable ne lui était jamais arrivé, sauf à présent peut-être. Enfin, éprouvant la curieuse sensation de ne plus avoir d'os, Will Darnell se leva, hésita, alla jusqu'à la porte de son bureau, hésita encore, puis en sortit. Il marcha jusqu'au box 20. L'écho de ses pas résonnait derrière lui, puis disparaissait mystérieusement. Il vint s'arrêter à côté de la voiture peinte de ces deux couleurs voyantes, rouge et blanc. La peinture de la carrosserie était belle, nette, parfaite, sans la moindre trace de coup et sans aucun point de rouille. Les parties de verre étaient tout aussi nettes et claires, sans la trace même d'un tout petit caillou. Le seul bruit à présent était celui de la neige fondue tombant goutte à goutte des pare-chocs avant et arrière. Will toucha le capot. Il était chaud. Il essaya d'ouvrir la portière du côté conducteur. Elle céda facilement et il se pencha à l'intérieur. Il n'y avait pas de clé de contact. Le compteur indiquait 83 840 km, plus 100 mètres. L'odeur qui régnait dans la voiture était une odeur chaude de cuir neuf, de plastique neuf et de chrome neuf, sauf qu'il y avait aussi comme une autre odeur, moins agréable, une odeur terreuse. Will inhala profondément, mais ne parvint pas à deviner ce que c'était. Il pensa brièvement au vieux navet que son père conservait dans sa cave, mais c'était pas ça. L'odeur fut cependant assez forte pour le faire suffoquer, et le souffle court, il revint hâtivement vers son bureau pour se jeter sur un de ces inhalateurs qui l'aidaient à respirer dans les moments difficiles. Il trouva l'inhalateur, se l'enfonça jusqu'au fond des narines et appuya dessus régulièrement. Peu à peu, l'impression qu'un éléphant s'était posé sur sa poitrine se dissipa. Il s'assit sur son siège et se cacha pendant un moment le visage derrière ses grosses mains. Rien de réellement inexplicable, sauf à présent, car il avait bien vu. La voiture marchait toute seule, elle était rentrée vide au garage avec à l'intérieur cette vague odeur de vieux navet. Mais bientôt, en dépit de son effroi, l'esprit de Darnell commença à réfléchir, et il se demanda comment il pouvait bien tirer avantage de ce qu'il savait désormais. Les restes carbonisés de la Camaro de Buddy Repperton furent retrouvés le mercredi en fin d'après-midi par un des gardiens du parc. Une dame âgée qui vivait dans le petit village d'Upper Squantic et qui, souffrant d'arthrite, avait parfois du mal à dormir, avait cru apercevoir des flammes du côté de l'entrée sud du parc. Elle avait donc appelé le bureau des gardiens. À quelle heure était-ce? Vers 10h15. Elle regardait le film de fin de soirée sur CBS, et il venait de commencer. Jeudi, une photo de la voiture brûlée parut en première page du Keystone de Libertyville sous le gros titre « 3 morts dans un accident dans le parc de Squantic Hills ». D'après la police, l'alcool avait probablement joué un rôle, formule imprécise officiellement employée pour dire qu'on avait retrouvé dans les restes de la voiture les traces de plus d'une demi-douzaine de bouteilles de ce mélange de jus de fruits et d'alcool vendu sous le nom Texas Driver. La nouvelle frappa particulièrement les lycéens de Libertyville, les jeunes ayant toujours le plus grand mal à accepter l'idée de leur propre mortalité. Arnie Cunningham fut terriblement déprimé d'apprendre ce qui s'était passé. Déprimé et effrayé. D'abord Moki, à présent Buddy, Trelawney et ce Buddy Stampton dont il n'avait même jamais entendu parler. Qu'est-ce qu'un morveux de ce genre avait donc à faire avec des types comme Buddy Repperton et Richie Trelawney? Ne savait-il pas que cela équivalait à pénétrer dans un antre de tigre armé en tout et pour tout d'un pistolet à eau? Et Arnie ne parvenait pas à croire à ce qu'on racontait, à savoir que Buddy et ses potes étaient sortis éméchés du match où ils étaient allés avant l'accident, puis qu'ils étaient partis rouler, qu'ils avaient encore bu et que tout cela avait mal fini. Arnie ne pouvait s'empêcher de penser que, d'une manière ou d'une autre, il était mêlé à ce drame. Leif ne lui parlait plus depuis qu'ils s'étaient disputés. Arnie ne l'avait pas rappelé, par orgueil, par honte, et aussi parce qu'il espérait qu'elle lui téléphonerait d'abord et que les choses redeviendraient comme avant. Avant quoi? Se disait Arnie. Avant qu'elle manque de s'étouffer dans sa voiture? Avant que tu tapes sur le type qui venait de la sauver? Ouais, mais elle voulait qu'il revende Christine, et ça c'était rigoureusement impossible. Comment pourrait-il faire une chose pareille, après avoir mis tant de temps, d'efforts, de sang même, oui, c'est vrai, de larmes dedans? Il en était là de ses ruminations quand la sonnerie mit fin au cours de ces interminables jeudis, et Arnie courut presque jusqu'à sa voiture dans laquelle il plongea littéralement. Il s'assit derrière le volant et poussa un long soupir en frissonnant. Les premiers flocons d'une chute de neige apparurent devant son pare-brise. Il devrait bientôt lui mettre des pneus pour la neige, sauf que Christine ne semblait pas en avoir besoin. Rouler au volant de Christine arrangeait tout.
Là, rien ne semblait insurmontable, car ces derniers temps, son moral n'avait pas été au plus haut. Denis à l'hosto, Leif qui se comportait en petit idiote, comme si c'était la voiture qui lui avait fait avaler de travers ce morceau de hamburger. En plus, Arnie venait de plaquer le club d'échecs. Le pire avait été peut-être la façon dont Slauson, le chef d'équipe, avait accepté son départ sans même tenter de le faire changer d'avis. Arnie lui avait sorti un bobard, comme quoi il avait moins de temps, devait réduire certaines activités secondaires, etc. Slauson s'était contenté de hocher la tête et de lui répondre « D'accord, Arnie, tu nous trouveras toujours pièce 31 si tu reviens sur ta décision. » Était-ce des reproches qu'il avait alors lus dans les yeux du bonhomme? Le plus dur, c'était que Slauson n'avait même pas essayé de l'empêcher de partir. Quel merdeux, au fond, comme tous les autres. Ce n'était tout de même pas la faute d'Arnie si l'équipe de Libertyville s'était écroulée dans la demi-finale. Il avait gagné 4 parties et il eût gagné encore s'il en avait eu la possibilité. Arnie roula sans but à travers Libertyville, ses pensées oscillant entre la parano légère et l'amertume. La radio répandait son flot de vieux succès. Ce soir, ce n'était que des instrumentaux. Rebel Rouser, Will Weekend, Telstar, Finbeat par Sandy Nelson et le meilleur, Rumble par Linkaway. Il roulait, quand il se rendit compte, médusé, qu'il allait être 6h moins le quart et qu'il faisait déjà nuit. La pizzeria Gino n'était pas loin. Arnie pila et sortit. Il traversait déjà la rue quand il s'aperçut qu'il avait laissé ses clés sur le tableau de bord. Il revint pour les prendre quand, soudain, l'odeur le prit à la gorge. Cette fameuse odeur dont Leif lui avait parlé, mais dont il avait nié l'existence. C'était une odeur forte, âcre, carnée, qui lui piqua les yeux et lui serra le gosier. Elle semblait avoir attendu qu'Arnie sorte de la voiture pour se répandre. Arnie arracha les clés et se recula, tremblant, regardant Christine avec horreur. « Arnie, il y a cette horrible odeur de pourri. Tu sais très bien ce dont je parle. »« Non, j'en ai pas la moindre idée. Tu imagines des choses. » Eh bien, si Leif imaginait des choses, lui aussi à présent. Il fit brusquement demi-tour, traversa la rue en courant et se précipita chez Gino, comme si le diable voulait le mordre. Arnie commanda une pizza dont il n'avait pas vraiment envie, fit de la monnaie pour téléphoner et entra dans la cabine située à côté du jukebox qui jouait un air inconnu de lui. Il commença par appeler chez lui. Ce fut son père qui répondit d'une voix étrangement plate. Arnie ne lui avait jamais entendu une telle voix et son malaise s'accrut. On aurait dit Slauson. Décidément, cet après-midi et cette soirée prenaient les couleurs atroces d'un cauchemar. De l'autre côté de la cabine, à travers ses parois de verre, des visages bizarres passaient comme dans un rêve, pareils à des ballons sur lesquels on eût dessiné grossièrement des visages humains. Dieu se sert d'un marqueur. Des merdeux, tous des merdeux. Allô, papa? Écoute, je crois que j'ai un petit peu perdu la notion du temps, je suis navré. Oh, ça ne fait rien, répondit-il. Où es-tu, au garage? Non, je suis chez Gino, la pizzeria. Papa, ça va? T'as une drôle de voix. Oh, ça va. Je viens de balancer ton dîner à la poubelle. Ta mère est dans sa chambre en train de pleurer et tu te tapes une pizza, mais tout va bien. Tu t'amuses avec ta voiture au moins. Oh papa, c'est pas juste. Savoir ce que tu trouves juste et pas juste ne m'intéresse plus beaucoup. Il se peut que tu aies eu des excuses au début, mais depuis un mois je ne te comprends plus du tout, et il se passe des choses que je ne comprends encore moins. Mais papa, j'ai simplement oublié l'heure. Ne viens pas en faire une montagne. Hein, tu conduisais sans but, n'est-ce pas? Oui, mais ben voilà, c'est bien ça. C'est toujours dans ces moments-là que tu oublies le temps qui passe. Je l'ai remarqué. Et tu rentres maintenant? Oui, très vite. Je dois juste passer en vitesse au garage donner à Will un renseignement qu'il m'a demandé quand j'étais à Philadelphie. Oh, cela ne m'intéresse pas non plus. Si tu veux bien m'excuser. Ah bon? Arnie? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? De quoi parles-tu? Je parle de ce policier qui est passé à mon bureau. Il est venu interroger Regina également. Elle a été bouleversée. Il ne l'a pas fait exprès, mais... qu'est-ce qu'il voulait encore, cet enculé? Qu'est-ce qu'il voulait? Je vais... Tu vas quoi? Oh non, rien. Mais que voulait-il? Il s'agissait de Repperton et des deux autres. Qu'est-ce que tu croyais? Qu'il est venu me parler de la situation géopolitique du Brésil? Ce qui est arrivé à Repperton est un accident. Quel besoin avait-il de vous parler à tous les deux d'un accident, nom de Dieu? J'en sais rien, dit Michael. Et toi, tu n'as pas une petite idée? Comment? J'étais à Philadelphie. Comment saurais-je quoi que ce soit? Je jouais aux échecs. Rien? Rien d'autre? Encore une fois, je te le demande.
Que se passe-t-il, Arnie? Il pensa à l'odeur, à cette puanteur. Leif suffoquait, se tenant la gorge, virant au violet. Il avait essayé de lui taper dans le dos parce que c'était ce qu'on faisait quand quelqu'un s'étranglait. Il n'était pas question de méthode Heimlich, puisqu'elle n'avait pas encore été inventée. Et de plus, c'était comme ça que cela devait finir, mais pas dans la voiture, sur le bord de la route, dans ses bras. Il ferma les yeux, l'univers sembla basculer, tomber. « Arnie !»« Il ne se passe rien du tout, » prononça Arnie, dents serrées, sans rouvrir les yeux. « Rien, à part le fait qu'un tas de gens sont après moi, parce que je fais enfin quelque chose par moi-même et entièrement moi-même. »« Entendu. Si tu veux parler de ça, je suis là. J'ai toujours été là, même si je ne l'ai pas toujours fait comprendre aussi clairement que je l'aurais dû. N'oublie pas d'embrasser ta mère en rentrant, Arnie. »« Oui, papa, d'accord, j'y penserai. Michael, écoute... » Son père avait raccroché. Il demeura dans la cabine, l'air stupide. Il fouilla dans sa poche et étala sa menue monnaie sur la petite étagère de métal située à côté de l'appareil. Il se sentait malade, fiévreux. Il avait l'impression d'être désavoué par tout le monde. Il mit une pièce dans la fente et composa le numéro de Leif. Madame Cabot décrocha et reconnut la voix d'Arnie. Sa propre voix, qui pouvait être si séduisante au téléphone, du genre « Approchez un peu, belle inconnue », devint instantanément dure. Arnie n'avait plus aucune chance avec elle. C'était ce que cette voix disait. Il avait tout fichu en l'air. « Ma fille ne veut pas vous parler et ne veut plus vous voir. »« Oh, Madame Cabot, je vous en prie, si je pouvais seulement... » « Je crois que vous en avez assez fait comme ça. Elle est rentrée en larmes l'autre soir et elle pleure tout le temps depuis. Elle a vécu une espèce de... Enfin, une expérience particulière la dernière fois qu'elle est sortie avec vous. Et, Madame Cabot, il faut que je lui parle. Ce n'est pas possible. » Il tenta de trouver une autre tactique, un moyen de contourner le dragon qui garde la grande porte. Mais sa langue était paralysée. Quel représentant déplorable il ferait! Il allait entendre le petit clic fatidique et puis plus de communication. Mais il sentit que le téléphone changeait de main. Madame Cabot éleva une protestation. Leif lui répondit quelque chose, mais il ne put distinguer quoi. « Arnie !» dit enfin Leif. « Oh, Leif, je voulais simplement te redire combien j'étais désolé pour ce qui... Oui, je sais que tu l'es, et j'accepte tes excuses, Arnie. Mais je ne peux plus sortir avec toi, à moins que les choses changent. Pourvu que tu me demandes quelque chose de facile. C'est tout ce que... Maman, je t'en prie, ne reste pas collé comme ça dans mon dos. C'est tout ce que je puis te dire, Arnie. Je sais que cela te paraît démentiel, mais je reste persuadé que ta voiture a tenté de me tuer l'autre jour. Je sais que c'est ce qui s'est passé. Tu es bien coincé avec elle, pas vrai? Mais Leif, ce que tu dis est ni plus ni moins des conneries. C'est une voiture, Leif. Tu sais ce que ce mot signifie? Voiture. On ne peut rien. Oui, tu es pris. Elle t'a pris. Et je crois que personne ne peut te tirer de là, à part toi-même. Son dos se remit soudain à lui faire mal. N'est-ce pas la vérité, Arnie? Il ne répondit pas. Il ne pouvait répondre. Débarrasse-t'en, je t'en prie. J'ai lu ce qui était arrivé à ce Repperton dans le journal ce matin et... Bah, qu'est-ce que cela a à voir avec le reste? C'est un accident? J'en sais rien. Je ne veux peut-être pas savoir. Mais ce n'est pas pour nous deux que je m'en fais, Arnie. C'est pour toi. J'ai peur pour toi. Tu devrais... Non, tu dois t'en débarrasser. Arnie murmura. Leif, dis-moi simplement que tu ne vas pas me laisser tomber. D'accord? Tu dois me promettre, Arnie. Tu dois me promettre et puis le faire. Ensuite nous verrons. Promets-moi que tu te débarrasseras de cette voiture. C'est tout ce que je te demande. Rien de plus. Arnie ferma les yeux et vit Leif qui rentrait à pied de l'école. Un pâté de maison plus loin, garé le long d'un trottoir. Christine était là. Christine l'attendait. Il rouvrit les yeux brusquement, comme s'il avait vu une forme menaçante dans une pièce plongée dans l'obscurité. « Mais non, je ne peux pas. »« Dans ce cas, nous n'avons plus grand-chose à nous dire. »« Mais si, nous... »« Non. Au revoir, Arnie. On se verra à l'école. »« Leif, attends !» Clic. Silence total. Une bouffée de rage s'empara de lui. Il eut soudain envie de faire tournoyer autour de lui le récepteur à la manière des bolasses de Gaucho et de briser les parois de verre de cette affreuse chambre des tortures, cabine téléphonique. Il l'avait bien laissé tomber, tous autant qu'ils étaient, comme des rats fuyant le navire qui coule. Mais, au diable tous ces salauds, tous ces rats fuyant le navire qui coule,
Pas un ne valait mieux que les autres. Depuis ce merdeux de Slawson jusqu'à ce sale con de père, qui chiait tellement dans son froc devant sa bourgeoise, qu'il devrait lui tendre un rasoir pour qu'elle lui coupe les couilles, en passant par cette petite garce de rien du tout dans sa belle baraque à jambes croisées, probablement en train d'avoir ses règles, et c'est pour ça qu'elle s'est étranglée avec ce foutu hamburger et ces merdeux, avec leur saloperie de belle bagnole au coffre plein de cannes de golf, et ces salauds d'officiers. Je te les tordrais en deux, moi, et je m'en servirais pour jouer au golf, et je saurais trouver le trou qu'il faut pour leur enfoncer les petites balles blanches, où on pourrait compter sur moi. Mais quand je sortirai d'ici, plus personne ne me dira ce que je dois faire. Ce sera moi qui commande, moi, moi. Arnie revint à lui d'un seul coup, terrifié, les yeux écarquillés, souffle court. Qu'est-ce qui lui était arrivé? Pendant un instant, il avait eu l'impression d'être quelqu'un d'autre, quelqu'un qui délirait follement contre l'humanité entière. Mais non, pas quelqu'un, le bey. Non, ce n'est pas vrai. N'est-ce pas la vérité, Arnie? Et de nouveau une vision, une voix de prêtre demandant « Arnold, prends-tu cette femme pour épouse ?» Mais cela ne se passait pas dans une église. On était dans une décharge de vieilles voitures plantées de fanions de plastique multicolore que le vent faisait claquer. Des chaises pliantes avaient été disposées. En fait, ça se passait derrière le garage de Darnell. Will se tenant juste derrière Arnie, à la place du témoin. À côté d'Arnie, pas de femme, non, mais Christine, brillant de tous ses chromes dans le soleil printanier. Son père disant « Que se passe-t-il » Le prêtre « Qui donne cette femme à cet homme ?» Roland D. le bey se levait d'une des chaises pliantes. Il ricanait et, pour la première fois, Arnie prêta attention à l'assistance. Buddy Repperton, Richie Trelawney, Moggy Welch. Trelawney était noir, carbonisé. Ses cheveux avaient brûlé. Du sang avait coulé sur le menton de Repperton et séché sur le devant de sa chemise comme un vomissement hideux. Mais c'était Mookie le pire. Il était éventré comme un sac de linge sale. Ils souriaient tous. « Moi, je la lui donne comme femme, » dit le bey, lèvres tirées en un rictus, laissant voir sa langue couverte de terre. « Je la lui donne. Il a le reçu qui le prouve. Elle est entièrement à lui. Cette salope, c'est le mauvais numéro, et elle est toute à lui. » Arnie se rendit compte qu'il était en train de geindre dans la cabine téléphonique, serrant l'appareil contre sa poitrine. Au prix d'un effort extraordinaire, il s'arracha à sa stupéfaction et se ressaisit. Il tenta de prendre une nouvelle pièce de monnaie, mais fit tout tomber par terre. Il feuilleta péniblement l'annuaire pour trouver le numéro de l'hôpital et parvint à faire glisser la bonne pièce dans la fente. Denis, oui, voilà, Denis était là. Denis ne l'avait jamais lâché. Denis serait encore là. Denis l'aiderait. Arnie demanda à la chambre 240, qui ne répondit pas. Au moment où il allait renoncer, une femme décrocha. « Pavillon C, 2e étage, qui demandez-vous » Gilder, Denis Gilder, s'il vous plaît. Monsieur Gilder est en salle de rééducation pour le moment. Il sera de retour à partir de 20h. Arnie raccrocha et se précipita si vite en dehors de la cabine qu'il laissa sa monnaie éparpillée par terre et sur la tablette. « Votre pizza est prête, monsieur. » Arnie regarda la pendule et s'aperçut qu'il était resté presque 20 minutes dans la cabine. La sueur dégoulinait sur son visage, ses jambes flageolaient. Il régla la pizza, manqua renverser la monnaie que le caissier lui rendait et sortit. Christine, garée de l'autre côté de la rue, l'attendait fidèlement. Elle ne discuterait pas. Elle ne discuterait ou ne se plaindrait jamais, elle. Elle n'exigerait jamais rien. Il pouvait s'y asseoir n'importe quand, sur les bons sièges bien doux, dans sa bonne chaleur. Elle ne refuserait pas, elle. Elle l'aimait. Exactement, oui. D'ailleurs, le bey ne l'aurait pas vendu à n'importe qui. Pas pour 250, pas pour 2000. Elle avait attendu que vienne le seul acheteur qui pouvait l'acheter, le seul qui l'aimerait rien que pour elle, murmura la voix en lui. Oui, tout juste, exactement. Oh, il l'aimait et la détestait, la haïssait et la chérissait. En avait besoin et voulait la fuir. Elle était à lui et il était à elle. Et je vous déclare à présent mari et femme jusqu'à votre dernier jour. Mais pire que tout, il y avait cette horrible évidence que... Comment t'es-tu fait mal au dos, Arnie? Comment t'es-tu fait mal au dos, au point de devoir porter à présent cette bande puante? Comment t'es-tu fait mal au dos? La réponse venait, et Arnie se mit à courir pour ne pas devoir s'incliner devant l'évidence, pour se réfugier dans Christine avant de voir la vérité toute nue devant ses yeux et de devenir fou. Il courut vers Christine parce qu'en elle, plus rien ne comptait, ni sa mère, ni son père, ni Leif, ni Denis.
ni ce qu'il s'était fait au dos ce soir-là, une fois tout le monde parti. Ce soir-là, après avoir ramené sa Plymouth presque entièrement détruite chez Darnell, il l'avait mise au point mort et il l'avait poussée jusqu'à ce qu'elle commence à rouler sur ses pneus crevés, la sortant dans le cimetière de vieilles carcasses derrière le garage. Il l'avait poussée jusqu'à ce que la sueur coule à grosses gouttes sur lui et que son cœur cogne comme celui d'un cheval qui fuit et que son dos lui fasse mal, de plus en plus mal, affreusement mal. Il poussait de tous ses muscles, ses mains étaient complètement engourdies et son dos criait de douleur, criait, criait. Puis Arnie arriva près de Christine et s'engouffra dedans, tremblant et haletant. Sa pizza tomba. Il la ramassa et la posa sur l'autre siège. Il sentait le calme revenir en lui comme le meilleur des baumes. Il toucha le volant, glissant ses doigts sur sa délicieuse rondeur. Il chercha dans sa poche les clés de Lebet. Oui, il se rappelait ce qui était arrivé ce soir-là, mais cela ne paraissait plus si horrible à présent. Au volant de Christine, cela paraissait même plutôt merveilleux. Cela avait tenu du miracle. Il se rappela comment il était soudain devenu plus facile de pousser la voiture, parce que les pneus se refermaient par magie, se regonflaient. Le verre cassé s'était mis à se reformer avec de petits craquements cristallins. Les coups avaient disparu d'eux-mêmes, et il l'avait poussée jusqu'à ce qu'elle fût entièrement remise à neuf, et Christine était redevenue comme avant. Qu'y avait-il de si horrible à cela? Rien, dit une voix. Arnie tourna la tête. Roland Delebet était assis à côté de lui. Il portait un costume à veston croisé noir, une chemise blanche, une cravate bleue. Une rangée de médailles pendait sur sa poitrine. C'était comme cela qu'il avait été enterré. Arnie le savait, même s'il ne l'avait pas vu dans son cercueil. Mais Lebet paraissait plus jeune, plus vigoureux. On n'aurait pas eu envie de plaisanter avec un type pareil. « Démarre, lui dit Lebet. Mets le chauffage et roulons. »« Ok, » s'écria Arnie en tournant la clé de contact. Christine partit, ses pneus mordant la neige tassée. Il l'avait poussée ce soir-là jusqu'à ce que tous les dégâts fussent réparés. Non, pas réparés, niés. Niés, c'était le mot qui convenait pour ce qui s'était passé. Et ensuite il l'avait remise dans le box 20. « Mets-nous donc un peu de musique. » Arnie alluma la radio. « Tu vas la manger, cette pizza, ou quoi ?» La voix avait changé. « Oh, certainement. T'en veux un bout ?»« Oh, je ne dis jamais non, » dit Lebet railleur. Arnie ouvrit la boîte d'une main et détacha un morceau. Voilà. Ses yeux s'agrandirent. Le morceau de pizza se mit à trembler, le fromage coulant comme une toile d'araignée et que le vent a détaché. Car ce n'était plus Lebet qui était assis côté de lui, c'était lui-même. Oui, Arnie Cunningham a 50 ans environ, pas tout à fait aussi vieux que Lebet le jour où Denis et lui avaient fait sa connaissance en août, mais ça ne tarderait pas, les amis, ça ne tarderait pas. Il portait un maillot de corps légèrement jauni et un blue jean très sale. Ses cheveux étaient coupés courts et il les perdait. Les yeux gris étaient ternes et injectés de sang. La bouche avait pris tous les plis de la solitude la plus amère, car il était seul, ce type-là, et sentait bien que ce petit jeune était lui aussi seul et n'avait que Christine. « Tu conduis ou tu me dévisages ?» disait-il. Et soudain, devant les yeux d'Arnie stupéfié, il se mit à vieillir à toute vitesse. Les cheveux devinrent blancs, la carcasse sous le maillot de corps se ratatina, les rides zébrèrent le visage, les yeux s'approfondirent dans les orbites et jaunirent. Il n'y avait plus que le nez qui ressortait, et c'était la face d'un carnassier préhistorique, mais c'était son visage. Oui, encore son visage. Il était en train de pourrir sous ses propres yeux, et l'odeur qu'il dégageait était l'odeur qu'il avait sentie dans la voiture, l'odeur que Leif avait sentie, sauf qu'elle était plus forte maintenant, car c'était l'odeur de sa propre mort. Et Arnie se mit à crier, tandis que Little Richard entonnait « Tutti Frutti » à la radio, et ses cheveux tombaient par poignées, et ses os se détachaient sous sa peau relâchée, et ses lèvres s'effaçaient devant les quelques dents qui lui restaient, penchées de côté comme des vieilles tombes. C'était lui, mort, mais vivant. Vivant comme Christine était vivante. Arnie criait.